Mesdames et messieurs, je me suis proposé de vous parler en une série de cours de la science occulte égyptienne. Pourquoi? Parce que cette science occulte fait partie de notre tradition occidentale. Elle chemine depuis des millénaires, elle s'est encombrée de beaucoup de doctrines qui l'ont alourdie, et périodiquement, il s'est trouvé des gens pour essayer de la rajeunir. Par exemple, au début du siècle, le fameux Papus, ou avant la guerre, les frères d'Urville. Ceux-ci ont pu tenir compte de l'égyptologie, qui à l'époque de Papus était beaucoup moins développée. Il y a encore un effort à faire pour essayer de ramener cette science occulte égyptienne dans une optique qui soit vraiment égyptienne. Dire science occulte à propos d'une science égyptienne est un pléonasme, car en Égypte, toutes les sciences étaient occultes. Comment cela? Où pouvait-on avoir accès à la science? Eh bien, certaines étaient la propriété des corporations, comme chez nos bâtisseurs de cathédrales. Ces corporations enseignaient elles-mêmes leurs apprentis. Elles avaient une science des nombres, une science des proportions, une science de l'orientation et donc de l'astronomie. La science était aussi la propriété des temples. Les prêtres enseignaient leurs clergents. Autrement dit, leur science ne sortirait plus du temple, puisque ces clergents seraient un jour des prêtres. Là, il s'agissait surtout de rituels, de mythologie, et de quelques secrets de magie relatifs aux apparitions, car il y avait des apparitions dans certains temples égyptiens, surtout celui de Hathor, à Dendera. La déesse apparaissait en corps transparent, sous la forme d'un ka, d'un double. Dans les temples, il y avait des bibliothèques qui étaient pour ainsi dire publiques. On les appelait les maisons de vie. Là, des médecins, des astronomes pouvaient venir consulter des livres. Ces livres n'étaient pas conçus comme les nôtres. Par exemple, les livres de médecine décrivaient des cas de maladies dont le traitement avait réussi et qui étaient devenus des cas classiques. Ailleurs, nous voyons le praticien former uniquement son fils réel ou son fils adoptif. C'était aussi bien le cas du médecin que du magicien. Et enfin, il y avait un clergé dans le clergé qui avait accès à des secrets beaucoup plus profonds et touchant de plus près à l'État. Ce clergé-là, je l'ai appelé la franc-maçonnerie égyptienne, et cette expression est valable. Il s'agissait d'un noyau de prêtres qui envoyait des délégués dans tous les temples de la vallée. Pourquoi? Eh bien, pour surveiller l'état des temples, voir s'il y avait lieu de faire des réparations ou des transformations. Et aussi pour veiller à la bonne ordonnance des rites. Les rites devaient être rajustés sur le calendrier astronomique. Cette franc-maçonnerie égyptienne, qui était un clergé dans le clergé, ne tarda pas à devenir, bien sûr, une force occulte. Elle a joué un grand rôle au temps de la reine Hatshepsut. Senmout, l'un des favoris de la reine, était certainement le personnage qui coiffait à l'époque cette franc-maçonnerie. Ce Senmout était un astronome et un architecte. C'était un génie, une sorte de Léonard de Vinci. Un autre personnage du même genre a vécu sous Akhenaton et Toutankhamon. Il s'appelait Haï. C'est un personnage qui était entré dans l'hérésie d'Akhenaton, qui avait fait carrière comme prêtre. Et puis, quand l'hérésie s'est écroulée, il est passé dans l'obédience d'Amon. En fait, il était l'observateur de la franc-maçonnerie égyptienne dans cette religion de Aton que Akhenaton avait voulu créer, un observateur neutre. En plus de cela, il y avait des gens beaucoup plus rares qui étaient des grands initiés. Ils étaient les éminences grises des pharaons. Ces personnages-là, le pharaon les considérait comme une sorte de frère, comme un jumeau psychique. Ceux-là étaient censés avoir le contact avec l'oracle, avec les dieux,
afin que le pharaon puisse rajuster sa politique sur les directives des dieux. Les écoles publiques, il y en avait, certes. Il y en avait au temple surtout, et même au palais. Mais c'était des écoles qui n'enseignaient que les hiéroglyphes, la cursive égyptienne. Les hiéroglyphes étaient les lettres en dessin destinées à être reproduites sur les monuments, et la cursive, c'était les mêmes signes mais simplifiés. Et la cursive s'employait sur papyrus. On y enseignait le calcul mental qui jouait un énorme rôle en Égypte. On y formait en somme les scribes, les secrétaires, pour l'administration surtout. Où sont les sciences occultes là-dedans? Pour le moment, elles sont fuyantes. Nous allons essayer tout de même de les découvrir.